Bonjour chers compatriotes, je suis Bertin Bahaya, votre frère de Idjwi, né de père et de mère congolais. Juste une petite réflexion rapido presto, on va discuter ensemble. Quand, par exemple, vous entendez les Occidentaux parler de la communauté internationale, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'ils ont la même définition de la communauté internationale que le reste du monde? Non, ils n'ont pas la même définition que nous. C'est-à-dire, nous, les gens normaux, quand nous parlons de la communauté internationale, nous signifions certainement les pays du monde entier. N'est-ce pas? Mais les Occidentaux, et en l'occurrence certains pays, quand eux parlent de la communauté internationale, ils signifient les pays du G7 seulement. Donc, les pays qui se considèrent les plus développés du monde, des économies les plus puissantes du monde, les 7. Ils ne parlent pas d'autres pays. Communauté internationale, c'est eux. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et peut-être l'Australie. Ils peuvent ajouter la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ils ne parlent pas d'autres pays. C'est pour ça que quand, par exemple, nous, Congolais, nous demandons à la communauté internationale de se pencher sur le cas Rwanda, ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne sont pas des leurs. Et quand nous, on parle du Rwanda, malheureusement, nous épinglons seulement ce pays-là. Nous devrions plutôt, chaque fois que nous parlons du Rwanda, dire Rwanda est allié ou Rwanda est sponsor. Parce que ça fait du sens pour certains pays qui se moquent de nous. C'est quand un Burkinabé, par exemple, voit que son capitaine Traoré tient tête à cette communauté internationale dont je parle, et que nous, on soit toujours en train de lécher les derrière à ces pays, ne sont pas capables de les mettre dehors de notre pays, ne sont pas capables de dire à la MONUSCO de sortir, ça fait 20 ans qu'ils sont là, et 20 ans qu'on assiste à des massacres des nôtres. Ces pays-là se moquent de nous. Ils se disent, vous parlez du Rwanda, un pays qui a à peine 12 millions, et vous, vous êtes plus de 120 millions. Vous parlez du Rwanda. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière le Rwanda, parce que nous parlons du Rwanda. Nous devrions arrêter de parler du Rwanda seulement. Nous devrions parler Rwanda et compagnie, ou Rwanda et sponsor. Ça va faire du sens pour eux. Et n'oubliez pas que eux, quand nous parlons de l'armée congolaise, ils pensent que c'est l'armée dans le sens de chez eux. Parce que l'armée burkinabèse est composée de Burkinabés. L'armée malienne est composée des Maliens. L'armée syrienne est composée des Syriens. L'armée allemande est composée des Allemands. Pendant que nous, quand on parle de l'armée congolaise, c'est du fourre-tout. C'est en principe pas une armée. C'est maintenant, ce qui s'est dit, qu'on commence à faire une armée. Et elle est en gestation. Elle est en gestation, elle n'a que 2 ans. 2 ans d'âge. Et c'est cette armée-là de 2 ans d'âge qui tient tête à la communauté internationale, aux armées du monde qui sont sur notre territoire pour nous combattre. Vous comprenez? Mettons dans notre tête cette différence-là. Communauté internationale,
Pour nous, ça veut dire les pays du monde entier. Pour les pays du G7, ça ne concerne que eux. Nous, on n'existe pas. Aujourd'hui, j'ai commencé à me dire, faudrait-il que nous, Congolais, nous puissions faire le mémorial de nos victimes de 15 millions tombés sous les armes de la communauté internationale représentée par le Rwanda? Le Rwanda qui est la tête d'affiche, hein? On utilise le Rwanda, mais derrière eux, derrière le Rwanda, c'est cette communauté internationale des pays puissants. Est-ce que nous devons faire le mémorial? Je pense que non. Parce qu'on ne peut faire le mémorial qu'à la fin de l'événement qu'on veut commémorer. Les massacres continuent, c'est que c'est normal que Tshisekedi ne fasse pas de mémorial. Ça a été documenté, les massacres chez nous, le génocide des Bantous chez nous, c'est à l'ONU, c'est aux Nations Unies. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils sont dans le coup. Parce que c'est eux qui le font. C'est eux qui tuent les Congolais. Alors ils ne peuvent pas vraiment se pencher sur ce cas. Mais j'ai trouvé une façon géniale que je propose aux Congolaises, que je propose aux Congolais, très chers compatriotes. Notre pays à nous doit faire des grosses pancartes, des cadavres, du sang qui coule, écrire en mémoire des victimes de l'attaque de la communauté internationale contre la République démocratique du Congo. Et nous écrivons G7, vous écrivez G7. Et ça doit être partout. Dans chaque commune, on trouvait sur le point fort, là, là où on dit toujours les centres plus fréquentés. De grosses pancartes, là, comme là-bas. À partir de l'aéroport d'Ndjili, sur des façades, l'aéroport d'Ndjili, mettre ça. Et à partir de là, peut-être, à chaque 3 km, il y a une pancarte. À chaque 3 km, il y a une pancarte jusqu'à la Gombe. Et avoir ça partout. Dans chaque commune, il faut qu'on en mette. Comme ça, ces ambassadeurs de ces pays-là, quand ils se promènent partout, dès qu'ils quittent l'avion, ils arrivent à Kinshasa, la première des choses qu'ils voient, c'est ça. Et qu'ils soient directement pointés au doigt. G7 et compagnie. G7 et compagnie. Il faut qu'ils sachent que c'est eux. Et dès qu'ils voient ça, c'est sûr que quand ils vont parler à des responsables congolais, ils vont dire, mais pourquoi vous écrivez ça? Pourquoi vous dites que c'est le G7? Non, c'est eux. Vous le dites, c'est vous qui êtes derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est rien parce que nous, on peut s'occuper du Rwanda en une journée et on en a fini. Mais c'est vous qui êtes derrière le Rwanda. Il faut qu'on leur dise ça comme ça. Pourquoi toujours avoir un langage accommodant? Oui, ceux qui ont bombindoki, à Kosil Slobana. Et ça, mon côté, Toloba bon côté, na Congo. Bombandoki, à Kosil Slobana. Parce que nous avons toujours ce langage-là maquillé, un langage mielleux à leur endroit. Non, il faut le leur dire en face. On devrait leur parler de la même manière que Fatih avait parlé à Macron chez nous. C'est comme ça qu'on doit leur parler. Le langage diplomatique, ça doit arrêter. Quelqu'un vous tue et vous continuez à dire « Votre Excellence, oh non, la communauté internationale, avec un français fignolé. » Non, on n'a pas besoin de ça. Que vous parliez mal français, on s'en fout, ce n'est pas notre langue. Soki mungala lobi lingala mabe, tokoki kosekaye. Muswahili alobi Kiswahili mabe, tokosekaye. Muluba alobi Chiluba mabe, tokosekaye. Mokongo alobi Kikongo mabe, tokosekaye. Kasi un Mokongo qui parle mal français ou qui parle mal anglais, on s'en fout qu'il parle mal anglais, pourvu que le message passe. Que tu dises une père et un mère, un fille ou une garçon, que ils rient de ça, on s'en fout.
Parce que eux, quand ils parlent nos langues, quand ils essayent, ils s'efforcent de parler nos langues, ils s'en foutent de comment ils parlent nos langues. Pourquoi nous, on doit se faire des soucis? Voyez-vous, quand j'étais à Paris... Non, oublions ça. Il faut parler comme les Canadiens français parlent français. Hein. Les Canadiens français, quand ils parlent français, ils se foutent de toutes les règles de grammaire. C'est comme ça qu'on doit parler, ces langues-là. En fait, nous faisons ces pancartes, à l'Est surtout. Il faut qu'on voit ces pancartes sur toutes ces collines-là de Massissi, de partout. Dans la ville de Goma, de Bukavu, partout où ces gens vont aller, qui trouvent ces pancartes-là. Nous devons nous rendre justice nous-mêmes. Ils ne nous la rendront jamais. Ils ne nous rendront jamais justice. Nous devons passer à la libre vengeance. La libre vengeance ne veut pas dire couper les têtes du monde. Non, c'est d'aller attaquer leur mémoire, attaquer leur cerveau, attaquer leur vue. Tout ce qu'ils voient chez nous les agresse. Des t-shirts fabriqués par-ci, par-là, portés partout, en mémoire des 120 millions de Congolais et de 12 millions de victimes tuées au Congo. Par exemple, vous écrivez 12 millions de Congolais tués par la communauté internationale via le Rwanda. Et vous mettez entre parenthèses population complète de l'État d'Israël. Vous mettez ça comme ça. Les Juifs ont été victimes, 6 millions de Juifs, victimes de Hitler jusqu'aujourd'hui. Les Juifs pleurent, chialent à tout moment. Ils veulent que cela reste en mémoire de tout le monde. Et nous aussi, Congolais, nous sommes toujours là en train de dire « Oh, le peuple juif, oui !» Ils ont été victimes de ça. Mais quant à nous, pourquoi pas nous? Ils ont été victimes de ça. Ils ont été dédommagés aussi. Et depuis ce temps-là, la communauté internationale, avec le grand C, donc le monde entier, s'est convenu, incluant nous, Congolais, que personne ne doit plus jamais toucher aux Juifs. N'est-ce pas? Oui. Au Rwanda, Kagame et ses sponsors ont causé et perpétré le génocide des Rwandais. Et quand je le dis Rwandais là, Hutu et Tutsi ensemble. On parle de plus de 500 000. Mais les Rwandais ont tué plus de 12 millions de Congolais. Leur génocide a fait plus de 500 000, donc la moitié d'1 million. Mais ils sont venus tuer plus de 12 millions au Congo. Et on veut nous casser les oreilles avec le génocide de Rwanda. Vous ne trouvez pas que nous, on doit se faire justice nous-mêmes? Pourquoi notre gouvernement ne peut pas mettre de l'argent? Ça va coûter combien? Pour qu'on fasse ces pancartes-là partout, dans toutes les villes, dans toutes les communes. Quand ces gens-là viennent, ils les voient. On les pointe au doigt. Vous, les G7, par le Rwanda. C'est ça qu'on doit faire. Et dans l'entretemps, nous continuons le combat. Nous continuons le combat maintenant armé. Ils veulent qu'on parle. Nous nous battons, nous parlons, nous parlons, nous nous battons. Nous sommes plus de 100 millions. Nous devons nous battre. Parce que
À l'Est, là-bas, les gens se battent. Les gens de l'Est sont comme des boucliers. C'est eux qui prennent tout ce coup de la communauté internationale. Et malheureusement, c'est encore parmi eux qu'il y a tous ces traîtres. Les plus grands traîtres de ceux-là qui collaborent avec la communauté internationale via le Rwanda pour tuer des Congolais sont les gens de l'Est. Et les peuples de l'Est, c'est eux qui subissent ça. Ils le prennent en plein fouet. Les 12 millions n'ont pas été tués à Kinshasa, n'ont pas été tués au Bas-Congo, au Bandundu non plus. C'est à l'Est, dans ce corridor-là de l'Est. Parfois, je me demande, c'est eux qui devaient être les parlementaires debout. À l'Est, là, ça devait y en avoir dans toutes les rues, sur tout coin des rues là-bas. Les gens qui passent des journées à haranguer les foules pour les conscientiser. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont traumatisés. La psychose est profonde là-bas à l'Est. Le traumatisme est profond. C'est pour ça que quand ils voient les Sukhoi passer et bombarder, il faut voir comment ils sont contents. Quand le président Fachi a dit qu'il va faire la guerre, il fallait voir comment ils sont contents. C'est pour ça qu'ils ont voté comme ça. Pour donner cette majorité écrasante à Fachi. Oui, l'armée est là. Mais l'armée n'en est pas encore aux effectifs qui peuvent mettre le Rwanda et ses alliés à genoux. Nous devons continuer à recruter et former. Mais n'oubliez pas que quand les gens vont au combat, il peut partir 2000. Il y a des gens qui vont mourir là-bas. Il y en a d'autres qui viennent avec des blessures physiques qui ne peuvent plus retourner au combat. Il y en a d'autres qui reviennent avec des blessures psychologiques qui les rendent inefficaces au combat. Mais comment motiver les gens? C'est ce que nous faisons de ces soldats que nous envoyons au combat qui va motiver le reste de la population. Comment le soldat d'un pays comme la République démocratique du Congo, comment un soldat du Congo peut être pauvre? Il ne devrait pas. Il ne devrait pas être pauvre. Il devrait avoir un standard de vie, qui crée de l'envie, envieux, c'est ça? Un standard envieux? Pour que ça puisse inciter les jeunes à aller au combat. Dire, je m'en fous si je meurs au combat pour mon pays, parce que je sais que ma famille sera prise en charge. Quand je suis au combat, je sais que ma femme et mes enfants à la maison ne dorment pas affamés, ne sont pas assoiffés. Qu'il laisse que le soldat qui est au combat ne puisse pas avoir le souci du quotidien de sa famille, si ce n'est que cette relation de sang qui lui crée ce souci-là, mais qui se disent, je vais me battre farouchement, tuer l'ennemi afin que je retourne auprès de ma famille. Parce que nous, quand on nous envoyait au combat, nous y allions avec une seule idée, aller faire le travail. On ne se souciait pas du bien-être matériel de nôtres qui sont en arrière. Parce qu'on est très bien payé. On a tous les avantages qu'il faut. Les soins des enfants, les soins médicaux, les soins dentaires, tout est là. Dans notre salaire,
Je veux bien dire, je souligne ça, dans notre salaire. C'est pour ça qu'on a un salaire très élevé. Parce que c'est nous qui payons pour les soins de nos familles. Ce n'est pas le gouvernement canadien qui va, quand ma femme est malade, que ma femme appelle le commandant. Non. Quand mon enfant est malade, qu'on appelle le commandant. Non, 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 non. Je suis payé. Je laisse l'accès à mon salaire, à mes finances, à ma femme. S'il y a un problème, elle résout ça. Ce n'est pas celui qui est au combat qui va faire ça. Ou quand je vois qu'on envoie l'argent aux soldats au combat, pensez-vous que c'est normal ça? Lui, il est en train de courir dans le bois, passer dans l'eau avec l'argent en poche. La poche se déchire et tout reste dans les champs, dans le bois là-bas. Il meurt au combat, c'est l'ennemi qui prend tout. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça? Il n'y a pas de banque, on ne peut pas avoir accès au compte. Les soldats ne peuvent pas avoir accès au compte. Et que leur famille puisse avoir leur argent facile, directement comme ça, une opération bancaire. Qu'on paye très bien les soldats. Au Canada, on ne paye pas le loyer pour le soldat. C'est le soldat qui paye son propre loyer. Et tout ça est dans le salaire. Si un soldat se choisit, par exemple, si un sergent prend son salaire de sergent et qui va se chercher une maison du salaire d'un colonel, il est fou. Il va chercher une maison décente qui est capable de payer. Un colonel va aller chercher la maison décente qu'un colonel peut se payer. Mais le sergent n'est pas pauvre non plus. Il a un salaire. Vous savez qu'un soldat canadien a le même salaire que le ministre, a le même salaire que le député. Vous le savez? Seul le soldat est vêtu par l'armée. Seul le soldat est soigné par l'armée, par sa famille. Sa famille, elle profite du salaire que reçoit le soldat. Il faut que cela soit clair. Quand je vois que Fatih a construit l'hôpital où se font soigner les enfants, les femmes des soldats, c'est une générosité hors du commun. On n'a pas ça en Occident. Les familles des soldats vont dans les hôpitaux publics. Mais le reste est couvert vraiment par le salaire que reçoit le soldat. On doit augmenter le salaire du soldat là-bas, surtout dans un pays comme le nôtre. Un soldat canadien doit envier un soldat congolais. On devait avoir des étrangers qui demandent au gouvernement congolais de créer des unités comme la Légion étrangère pour qu'eux puissent venir dans nos armées, être recrutés là-bas, afin qu'ils puissent profiter de ce que nous offre notre armée. Et ce seraient eux qui seraient au combat. C'est juste une façon de dire, oui, on va me dire, mais Bertin, tu n'es pas réaliste, le pays est encore pauvre. Oui, le pays est encore pauvre, le pays se recherche, mais c'est en investissant dans ceux qui vont faire la sécurité du pays qu'on va rendre le pays prospère. Parce que quand le pays est stable et sécure, le peuple crée la richesse. C'est le peuple seul qui crée la richesse parce que le peuple est libre d'aller à gauche, à droite et de faire les affaires qui produisent de la richesse. C'est ça que je pense qu'on doit faire. J'avais proposé dans le passé, en écrivant au ministère de la Défense, j'ai dit qu'on crée des centres de la famille. Des centres de la famille dans chaque base résidentielle.
Donc les bases résidentielles sont des bases où vivent les soldats 24 heures sur 24. Je ne parle pas des petites unités avancées où, par exemple, il y a camp Kokolo, mais on peut avoir un camp Mobutu. Vous vous rappelez le camp Mobutu qui est à Lemba, là, à côté de l'avenue Eli, là, ou sur Bypass. C'est ça, hein? Ah oui. Je ne parle pas d'une petite unité comme ça. Non, je parle de bases résidentielles, de grosses bases, où on doit avoir des centres de famille. Alors, les centres de famille peuvent avoir des représentants dans chaque petite unité là-bas. Ces centres de famille, ça sert à quoi? C'est là que les familles de soldats vont chercher des personnes ressources pour le quotidien des problèmes qui touchent les familles de soldats. Ça peut être des psychologues, ça peut être des garderies d'urgence. Quand la femme du soldat est malade, qui s'occupe des enfants à la maison? Quand la femme du soldat est malade, qui vient torchonner la maison du soldat pendant que le soldat, lui, il est au front? C'est ce genre de centre-là qui aide à faire ça. Qui vient écouter la femme du soldat? Quand le soldat est au combat, la femme dépassée par les familles, les problèmes quotidiens. Parce que gérer, vous savez, hein, la femme du soldat a deux fronts. Elle a le front parce qu'elle pense au mari qui est en train de se faire tirer dessus par l'ennemi. Elle pense à cet homme-là et elle gère le quotidien de la famille. C'est deux fronts à la fois. C'est qu'elle a deux stress que le soldat n'a pas. Le soldat a le stress, ne doit qu'avoir un seul stress. Le stress que lui cause celui qui lui tire dessus, au front, sur la ligne de combat, d'affrontement. Il ne doit pas avoir le souci de ce qui se passe à la maison. Ça, c'est géré par sa femme. Et si c'est un célibataire qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, la tâche lui est allégée. Mais au moins, que ce que lui reçoit comme argent, il puisse aider ses parents. Pourquoi c'est seulement les politiques qui doivent tout le temps avoir des bons salaires et des salaires exorbitants, et dans l'entretemps, ils sont en train de détourner des fonds encore? Pourquoi ne pas les exécuter quand ils font ça? Vous vous rappelez au début du mandat de Fachi, quand dans son premier mandat, là, au début de ce mandat-là, ils avaient passé, je pense, une loi qui disait que celui qui détournerait les fonds alloués à l'armée serait passible de haute trahison. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous allez dire non, Fachi n'a pas fait le suivi. Non, ce n'est pas à Fachi de faire le suivi. Il y a un premier ministre qui gère le gouvernement. Ce premier ministre a un ministre de la Défense qui doit suivre ça. Le ministre de la Défense a un chef d'état-major général qui doit suivre ça. Le chef d'état-major général a ses subalternes qui doivent suivre ça. Ces subalternes ont d'autres subalternes qui doivent suivre ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Le président de la République, quand il parle, c'est tout le monde qui doit courir dans toutes les directions pour porter solution à ce que vient de dire le président. Ses collaborateurs, ses conseillers doivent courir dans toutes les directions, ne doivent pas dormir, ils doivent creuser les ménages pour dire, le président a dit ceci, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle quand le président est allé à une exposition scientifique du génie congolais. Vous vous rappelez, il arrive quelque part où il y avait ces jeunes gens-là qui avaient fabriqué un fusée, quelque chose comme ça, ou un missile. Et que le président avait dit, il dit, ça m'intéresse, Nazana Boulou Mokoboye. Il n'y a pas eu un conseiller qui s'est bousculé
pour qu'on voit le conseiller prendre un notebook, aller voir ce gens-là, donnez-moi vos coordonnées, tu t'appelles comment, donne-moi le numéro de téléphone. Non! Ils sont là juste à écouter le président parler et ils ne réagissent pas. Quand un président parle, c'est tout le monde qui doit prêter les oreilles. On devait avoir des conseillers qui sont rendus avec des grosses oreilles comme ça. Vous voyez les oreilles du président Obama là. Tous, ils devaient avoir déjà des grosses oreilles à force de l'écouter, à force de tirer haut les oreilles pour qu'ils entendent ce que le président dit. On devait les avoir avec les longs, des doigts qui sont rendus très longs parce qu'ils écrivent tout le temps. C'est que le président dit, ils écrivent. Le président fait un petit commentaire, ils ont déjà pris ça, tout d'un coup. Ils vont voir le Premier ministre. Non, hier quand on était, le président a dit ceci. Premier ministre, faites suivre ça. Le Premier ministre dit, hey, ministre de portefeuille, hier le président a dit ceci. Faites quelque chose, réagissez vite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme des fourmis. Quand la reine fourmi, là, veut quelque chose, les fourmis courent dans toutes les directions et exécutent tout. Les fourmis sont proactives. Les fourmis savent que l'hiver arrive. Les fourmis du Canada, là, ils savent que l'hiver arrive. Les fourmis ramassent la bouffe tout l'été. L'automne, ils sont en train de ramasser la bouffe et aller mettre dans le fond. C'est ça qu'ils vont manger tout l'hiver. J'ai failli dire tout l'hiver, parce que nous, ici, on s'en fout des articles. Hein? Les gens vont dire, oui, vous dites tout, vous êtes en train de le dire, vous êtes là-bas. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si toi, tu l'as entendu, quelqu'un d'autre peut l'entendre. Je ne suis pas ministre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, c'est bien bon de dire les paroles en l'air. Oui, il faut le dire. Pourquoi ne pas le dire? Ah, vous êtes tout le temps en train de dire aux soldats de faire ceci, mais pourquoi vous ne venez pas vous battre? Nous sommes 120 millions. Et pourquoi on a besoin de vieilles gens pendant qu'il y a des jeunes? Et le président ne veut pas. Quand, malheureusement, on parle toujours du président. Le gouvernement congolais. Et le gouvernement, ce n'est pas le président. Le gouvernement, c'est le premier ministre. Le Premier ministre ne veut pas faire un cadre qui appelle des Congolaises et des Congolais qui sont à l'étranger et qui ont fait des formations militaires et paramilitaires de pointe pour qu'ils viennent là-bas. On ne se présente pas avec sa tête. Oh, moi, Bertin Bahaya, je suis né d'Idjui, j'ai la formation de ceci, de cela, je peux organiser. Non, ça ne vient pas comme ça. Tu vas parler à qui? Les gens qui viennent investir ont de la difficulté à rencontrer qui de droit. Ils viennent avec des millions et retournent avec leurs millions. Si on ne vole pas leurs millions, par exemple. Et vous pensez que moi, je vais me pointer dans quelle rue à qui je vais parler? Ça prend un cadre pour que cela soit fait. Mais est-ce qu'on a besoin de nous? On a besoin de soldats qui sont sur le terrain, qu'on les équipe, qu'on les entraîne comme il faut, et surtout qu'on les motive. Le soldat, c'est ce qui se passe dans sa tête qui est important. Quand le soldat est motivé dans sa tête, il est plus dangereux que l'arme qu'il a en main. Parce que l'arme, tu peux prendre l'arme, mettre les balles dedans, tu mets une balle dans sa chambre, tu la mets là-bas, tu enlèves la sûreté là. Tu enlèves la sûreté, l'arme est prête à tirer, tu la mets là-bas, elle va rester 15 ans, 20 ans, l'arme ne pourra jamais tirer une seule balle, elle est là. Il faut que quelqu'un prenne cette arme-là, qu'il appuie sur la détente pour que la balle qui est dans la chambre sorte. Alors l'arme, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est la personne qui va prendre cette arme-là. Donc c'est le soldat. Si vous vous le transformez là-bas, vous faites du soldat une machine
de guerre, le soldat est 15 fois plus dangereux que l'outil qu'il a en main. Parce qu'un soldat qui est bien formé peut ne pas avoir une arme et prendre l'arme de l'ennemi. Comment? Mais il peut jeter une pierre de l'autre côté. L'ennemi se dirige là-bas pendant que lui il marche dans le dos de l'ennemi. Il le prend par la gorge. Il prend l'arme de l'ennemi. Donc, c'est les hommes. Misez sur les hommes. Ce jeune soldat que vous formez là, faites d'eux des guerriers dans l'esprit. C'est comme s'ils fournissaient un service gratuit au salaire qu'ils reçoivent. C'est rien. Quelqu'un qui part et qui n'a aucune chance de revenir, vous ne le gâtez pas. Donnez-lui tout. Donnez tout à sa famille. Parce que peut-être lui, il ne reviendra plus jamais. Je ne vois même pas des décorations de soldats. Vous savez que nous, on nous donne des médailles pour les opérations qu'on fait sur le champ de bataille même. Je ne vois jamais de soldats congolais décorés. Mais décorez-les. Des médailles de bravoure, des médailles de ceci, des médailles de cela, de leadership. Parce que vous pouvez avoir, vous savez, dans la philosophie de l'armée canadienne, chaque soldat s'approprie la mission. Chaque soldat s'approprie la mission. Comment? Il n'y a pas grand secret qu'a le colonel que le soldat n'a pas. Quand les ordres viennent du ministre de la Défense, parce que c'est lui seul qui donne les ordres, le reste, on exécute. Tout le monde exécute. À partir du chef d'état-major général, tout le monde est exécutant. La seule personne qui donne l'ordre, c'est le ministre. Alors, quand l'ordre quitte le ministère de la Défense et que ça descend maintenant vers les soldats, donc quand je parle du soldat, je parle du général au recrue. Quand ça descend, tout le monde reçoit le message jusqu'en bas. Au point où que le soldat qui est en bas là-bas sent que cette mission, c'est sa mission à lui. Même si le colonel mourait au combat, vous allez voir, le colonel tombe, le major tombe, le capitaine tombe, l'adjudant-chef tombe ou l'adjudant-maître tombe, le sergent tombe, la mission ne tombe pas à l'eau. Le caporal est capable de continuer. Il y a toujours un d'eux qui va se lever tout d'un coup et qui va demander aux autres de le suivre. Et tout le monde va le suivre. Parce que nous avons une formation standardisée. Nous tous. Nous avons la même formation. Nous tous. Et en plus de ça, chacun est responsable de la mission. Parce qu'il est au courant de la mission. Il est au courant de la mission. Et il sait comment faire un plan de combat. Un petit plan de combat comme ça. C'est très important ce genre de choses-là. Et ça fait partie des qualités que chaque commandant, à quelque niveau qu'il soit, cherche dans ses hommes ces qualités-là. Et s'il voit que la qualité-là n'est pas encore là, c'est à lui de former jusqu'à ce que chaque soldat soit indépendant. L'autonomie du soldat, c'est très important.
l'autonomie du soldat. C'est très important. Et ça, lieutenant Koufi, c'est fini, Bapalangani. Capitaine Akoufi, Bapalangani. Major Akoufi, Bapalangani. Colonel Aza Soute, oh, Bakotimai. Non. La mission continue. Le show continue. Ici, on aime parler du show. Et pourtant, ils vont à la mort. Hein. Ils disent que c'est du show. Donc, un spectacle. Pour revenir à ce que je disais au début, mettons des pancartes partout. Maintenant, nous devons forcer cette communauté internationale de nous regarder en pleine face. Mettez les pancartes. Si nous avons des pancartes partout, nous n'avons plus rien à dire. Même quelqu'un qui vient en visite, il va se dire, oh mon Dieu, c'est comme ça. Un enfant qui naît aujourd'hui, en grandissant, il est en train de voir ces pancartes, il dit, ah, donc moi quand je n'étais pas encore né, cette communauté internationale a tué 12 millions, 15 millions de miens. Dès qu'il voit un blanc passer, il dit, vous avez tué 15 millions de miens. Le blanc dit, mais moi je suis venu en vacances ici, je ne m'attendais pas. Pourquoi c'est moi? Moi je suis un citoyen normal, je viens ici, c'est pas... Il retourne au Canada chez eux, il va dire, j'étais au Congo, les pancartes sont partout, on nous pointe au doigt à cause de vous. C'est comme ça. Vous avez fait un livre, Génocoste, vous avez envoyé ça aux Nations Unies, c'est allé où? Rien. Mais quand vous arrivez à toucher ça, on ne voit rien. Aucune pancarte. Nous tuons notre propre mémoire. Nous tuons notre propre cause. Et quand le président dit que nous sommes agressés par les forces étrangères, on entend toujours les gens qui disent « Les rebelles du M23 ». Comment ça, les rebelles du M23? Ce ne sont pas des rebelles. Quand vous parlez de rébellion, ce sont des gens de l'intérieur, donc des Congolais qui s'insurgent contre leur gouvernement. C'est à ce moment-là qu'on parle de rébellion. Ça, ce n'est pas une rébellion. Nous sommes attaqués par des forces étrangères et vous les appelez des rebelles? Non. Ce sont des forces d'agression. Il faut parler des agresseurs. Si vous voulez parler des forces rwandaises, comme l'armée, quand l'armée parle, il dit des forces rwandaises, mais on entend les journalistes dire les rebelles du M23. Non, pourquoi vous appelez des rebelles du M23? Ce sont des étrangers qui viennent attaquer chez nous. Et au lieu d'aller continuer à parler de M23, c'est des militaires rwandais, ougandais, kenyans, somaliens, éthiopiens, qui viennent par le Rwanda, et quand ils traversent les frontières, ils arrivent sur le territoire congolais, on les appelle M23. M23, mouvement du 23 mars, c'est ça? Qui sont ces gens-là? Ce ne sont pas des Français derrière ça? Des Américains derrière ça? Des Anglais? Tout ça, c'est le M23. Les Américains sont M23. Les Anglais M23, les Français M23. Les Belges M23. Les Allemands M23. Maintenant, nous avons des Polonais qui viennent M23. M23 n'est pas seulement rwandais, vous ne voyez pas que ce sont des blancs partis par là? On doit forcer la main à cette communauté des bandits de grand chemin, des truands, des malfaisants, les G7. C'est eux qui sont derrière ça. On veut toujours être en bon terme avec eux, les accommoder, les recevoir. Tel ambassadeur veut voir le président. Il arrive chez le président. Non! Il y a des services pour ça. Un ambassadeur rencontre le président de la République. Au fait, il ne rencontre pas le président de la République, est reçu par le président de la République au moment où il vient présenter ses lettres de créance. Ou ces gens d'ambassadeurs qui sont plénipotentiels. Oui, lui, parce qu'il vient directement, il parle directement de son chef d'État, de son gouvernement principalement. Il vient
quand il vient parler, c'est comme si c'était le chef d'État de son pays d'origine qui venait directement. Oui, celui-là peut rencontrer le président. Peut. Parce que nous avons le ministre des Affaires étrangères pour ça. Alors, le ministre des Affaires étrangères peut voir que non, pour cette question, lui, il vient directement avec la mallette que Biden lui a donnée lui-même. Il vient présenter ça au président Félix Tshisekedi, il dit oui. Sinon, ce n'est pas au président que ces gens-là vont aller voir. Non, 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 non. On ne doit pas laisser. C'est nous qui faisons ça à notre propre président. Le président fonctionne selon ses collaborateurs, donc le gouvernement et les conseillers lui demandent de faire, ou lui suggèrent de faire, ou lui proposent de faire. Alors, s'ils amènent des bêtises, le président va faire des bêtises. Il n'y a pas un président qui est suprahumain. Il n'y en a pas un. C'est pour ça que dans certains pays, ces gens-là ne s'amusent pas à amener des bêtises auprès du président. Demandez à un ministre russe, à un conseiller de Vladimir Poutine de venir lui raconter des histoires, mais on n'en parlera plus de lui, hein. S'il vous plaît, aidons-nous nous-mêmes. Forçons la main à ces gens-là. Sinon, non seulement qu'ils vont continuer à nous tuer, nos peuples congolais, mais ils vont continuer à tuer nos dirigeants. Mais s'ils ont peur de nous, ils ne toucheront jamais à aucun de nos dirigeants. Ils vont avoir peur de notre dirigeant. La sécurité de Félix Tshisekedi, c'est nous, peuple congolais. Si nous avons voté massivement pour lui, nous devons le protéger. C'est à nous de le faire. Et quand je dis nous, c'est ces collaborateurs qui sont là, le gouvernement et les conseillers. Et les lois, il faut les appliquer. Les lois. Vive la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi. Hurrah!